Bonjour, bienvenue dans Plus que du droit. On se retrouve pour le 5e numéro de notre podcast pour éclairer ensemble l'actualité grâce aux experts juridiques et fiscaux de FIDAL. On va une fois de plus revenir évidemment sur la crise économique et sociale qui s'annonce. C'est évidemment le sujet des semaines et du mois qui viennent. Tout le monde s'attend à un choc très rude marqué par des licenciements en masse, des plans sociaux, mais aussi des plans de restructuration et puis tout simplement des plans de trésorerie et des plans d'action. De quel levier disposez-vous pour redresser la barre? Quels sont les dispositifs que vous pouvez actionner? Comment organiser la reprise du travail? Est-ce que vous avez par exemple des marges de négociation avec l'URSSAF, les impôts, mais aussi vos créanciers, vos fournisseurs? Et en général, quels sont les pièges qu'il faut éviter? Vous ne serez pas trop deux du côté de FIDAL pour éclairer ces aspects. On est aujourd'hui avec Bertrand Biette. Bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes responsable national de l'équipe mutation et retournement des entreprises chez FIDAL. Et bonjour Yves-Marie Héroux. Bonjour Laurent. Vous êtes le responsable de cette équipe pour la zone Val-de-Loire-Océan. Alors Val-de-Loire-Océan, vous êtes basé à Angers. Absolument. Ça va de Nantes à Chartres. On est bon? Absolument. Bon. Et président de l'association des acteurs du retournement de l'Ouest. Yves-Marie Héroux, je crois que le mot consacré, c'est restructuring. Alors ce mot-là, il est un peu barbare pour le coup. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, donc c'est un terme en anglo-saxon qui désigne une technique, une démarche qui consiste à accompagner les entreprises en difficulté et leur permettre un retournement, c'est-à-dire... retomber sur leurs pattes, finalement. Voilà, c'est ça, de restructurer leurs dettes pour repartir, rebondir. Voilà. L'idée, c'est encore une fois de les aider à faire le tri dans toutes les mesures qui sont aujourd'hui à leur disposition et de construire un plan de redémarrage, un plan de... C'est uniquement un plan de trésorerie ou il y a aussi un aspect social? Absolument, c'est une démarche... La gestion des mesures de chômage partiel, par exemple, voilà, ça rentre dans le restructuring. C'est une démarche globale, mais le restructuring fait appel à un certain nombre de compétences. Donc nous sommes un peu les chefs d'orchestre en fait, de cette activité-là et on va chercher en fonction des problématiques de nos clients des expertises en droit social, en environnement. D'accord. Voilà. Donc c'est tout le dispositif qui est en quelque sorte auprès de vos clients pour se retourner. J'aime bien cette idée de se retourner. Ce qui est important, c'est de trouver de la lucidité et de la clarté dans toutes ces mesures et mettre en place un calendrier, choisir les bonnes mesures. C'est toute la difficulté parce que parfois nos clients sont un peu perdus au milieu de toutes ces mesures. Vous allez nous raconter ça, voilà. Mais avant d'avancer dans ce dossier un peu plus loin, je me tourne vers Bertrand Biette. Vous faites du conseil aux entreprises en difficulté depuis 30 ans, Bertrand. C'est pas votre première crise, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que celle qui s'annonce comme la plus rude que vous ayez connue? C'est une question difficile à laquelle vous demandez de répondre parce que chaque crise est difficile et compliquée. La particularité de celle-ci, c'est qu'elle est générale et qu'elle touche tous les secteurs. Alors que les crises qu'on a connues précédemment, celle de 91, évidemment celle de 2008 que vos auditeurs connaissent sans doute mieux, touchait certains secteurs plus que d'autres. Là, la particularité de la crise sanitaire, c'est que ça touche tout le monde. Tous les secteurs. Ouais. Et vous m'avez dit quelque chose de très intéressant en préparant ce podcast. Vous m'avez dit, on oublie juste une chose dans la crise, on pense qu'on va toujours au pire, on oublie juste une chose, c'est la capacité des entreprises à se retourner et à réagir. Et ça, c'est, vous voyez, la pertinence du terme retournement. C'est qu'effectivement, à chaque crise, on s'attendait à ce qu'il y ait un tsunami d'entreprises, sectorielle, quand c'était une crise sectorielle, ou aujourd'hui dans tous les secteurs de l'économie, qui rencontrent des difficultés et qui vont aller dans le mur. Et à chaque fois, on a été surpris de voir que finalement, il y en avait moins que ce qu'on attendait. Parce qu'effectivement, on oublie que les chefs d'entreprise sont capables de rebondir et retrouvent leur chemin. Permanence, cherchent des solutions pour faire face aux difficultés. Et vous êtes là pour les accompagner, on a bien compris. Là, on a bien compris le restructuring barbare que vous avez traduit joliment par retournement. Et encore une fois, moi j'aime bien cette image. Yves-Marie Héroux, et puis évidemment de la même manière Bertrand Biette, vous avez beaucoup de clients qui vous appellent en ce moment et finalement, qu'est-ce qu'ils vous demandent d'abord? Alors d'abord, ça a été Yves-Marie Héroux. Ça a été la première démarche, c'était de l'aide et de l'assistance dans l'utilisation de tous les dispositifs d'urgence mis en place par le gouvernement, le décalage des échéances fiscales et sociales, l'accompagnement aussi sur le financement, donc puisque le PGE, le fameux prêt garanti. Voilà, c'est ça. Il y a 300 milliards de financements qui ont été mis en place, donc
Il y a évidemment, c'est une priorité pour l'entreprise dès lors qu'elle en a effectivement besoin. Mais bon, c'est une démarche compliquée. Il faut bien préparer son prévisionnel. Il faut monter tout un dossier. Donc tout cela nécessite de la réflexion, de l'aide. Et ce qui est important, c'est que d'arriver à récupérer, enfin à retrouver une trésorerie, du confort de trésorerie, pour pouvoir ensuite penser à l'après. Donc là aujourd'hui, on commence à aider nos clients à concevoir l'après, à mettre en place des plans d'action, puisque toutes les mesures ont été utilisées en général au maximum jusqu'à présent. Maintenant, il faut penser à la suite. Oui, donc si je comprends bien, la priorité, c'est pas de se ruer, une fois qu'on a fait l'urgence, bien évidemment, c'est pas de se ruer sur les solutions qu'on croit bonnes, c'est de s'arrêter pour réfléchir, c'est ça, Bertrand Biette ? Exactement. L'urgence, c'est de s'arrêter. Aujourd'hui, l'urgence, c'est de s'arrêter. C'est ce que Yves-Marie soulignait tout à l'heure. C'est une fois qu'on a traité l'urgence, aujourd'hui, compte tenu des mesures d'aide qui ont été mises en place et dont ont bénéficié un grand nombre d'entreprises, elles ont le temps de se poser, de réfléchir et d'analyser secteur par secteur dans quelles conditions leur activité va redémarrer, comment elles doivent se réorganiser. Mais c'est dur ça, non, à chaud, de retrouver de la lucidité. Justement, c'est pour ça que ça peut pas être fait à chaud, ça peut être... c'est le moment aujourd'hui, on a la respiration nécessaire. Vous trouvez qu'on n'est plus à chaud, là, aujourd'hui. On n'est plus à chaud, on est dans le temps où aujourd'hui on peut construire la rentrée à partir de septembre-octobre, et c'est le bon moment aujourd'hui de le faire. En revanche, c'est pas du tout habituel pour les entreprises de le faire de manière aussi massive et concomitante. Et les problématiques rencontrées sont généralement tellement complexes qu'il est absolument nécessaire de se faire aider par des gens qui vont compléter, apporter les éléments de réponse techniques, mais pas que techniques, stratégiques aussi, de réflexion, pour aboutir dans cette analyse stratégique. Voilà, ce qui est très intéressant dans votre activité, c'est que vous m'avez dit, il faut construire une histoire à raconter. Et on va raconter cette histoire à 360 degrés. Quand je dis une histoire, c'est pas des beubards, c'est une histoire de la suite. C'est ça en vérité votre principe fondateur ? Nous, ce que l'on veut, c'est aider le dirigeant à retrouver une vision, une capacité à se projeter dans l'avenir et mettre en œuvre... Au-delà des embûches, au-delà de comment je vais payer mes gars à la fin du mois. Le mot-clé, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'il faut que déjà le dirigeant ait confiance dans l'avenir, confiance dans son projet, et qu'il puisse communiquer cette confiance. Puisque la première réaction souvent face aux difficultés, c'est le découragement. Il faut beaucoup d'énergie pour faire face, parce que tous les feux sont allumés partout. Il faut tous les éteindre les uns après les autres. Il faut donc aller chercher du financement, de la trésorerie, et pour ça, il faut susciter de la confiance. Il faut faire partager un projet. Donc, le problème, c'est il faut savoir prendre du recul. Ce qu'on disait, il faut se poser, il faut réfléchir et dire finalement qu'est-ce qui est important. C'est l'occasion de prendre des décisions, arrêter certaines activités non rentables, malheureusement mettre en œuvre des plans sociaux, et ensuite aller solliciter les financeurs, les créanciers, pour leur demander de réétaler de la dette, parce que là, le terme qu'on utilise aujourd'hui, c'est les entreprises vont être face à un mur de dette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on décale, mais ça, c'est décalé, c'est quelque chose, mais après, à un moment donné, il faut payer. PGE, par exemple, c'est une franchise de 12 mois, donc là, pendant 12 mois, les entreprises on a de l'air. vont être tranquilles, mais à un moment donné, il va falloir commencer à rembourser. Même chose pour l'URSSAF. Vous m'avez dit, finalement, on peut renégocier les dettes. On peut tout renégocier ? C'est-à-dire, par exemple, on peut renégocier la dette fiscale, la dette sociale, on peut renégocier avec ses fournisseurs, et EDF peut négocier, GDF peut négocier, mon bailleur, celui qui me loue mon entrepôt ou mes bureaux, je peux renégocier. Tout ça se renégocie. Absolument. Il faut se dire que déjà aujourd'hui, on est dans un contexte favorable à la renégociation parce que, comme le disait Bertrand, on est dans une crise générale. Il y a un mouvement de solidarité qui existe, y compris dans les entreprises. Et tous les bailleurs sociaux, les bailleurs publics sont incités à faire des gestes, mais aussi les bailleurs privés, les fournisseurs effectivement d'électricité, de gaz, etc., d'énergie. Et puis les créanciers fiscaux et sociaux ont été mis en place des dispositifs de décalage de 3 mois
mais on peut aller au-delà de 3 mois en saisissant donc la commission des chefs de services financiers, donc la CCSF, qui est compétente. Que je trouve où, celle-là ? Qui se trouve dans chaque département, il y a D'accord. une commission, et qui regroupe donc les responsables de ces organismes, et qui a possibilité d'accorder 12, 24, voire 36 mois de délai, sous certaines conditions, à condition bien sûr de payer les échéances en cours et la part salariale et les cotisations. D'accord. Et mes fournisseurs ? Les fournisseurs, de la même manière, il faut l'imagination est au pouvoir, il faut solliciter, et pour ça il faut susciter de la confiance, il faut ne pas effrayer les fournisseurs, donc il faut expliquer, il faut être capable de communiquer. Donc c'est la fameuse histoire qu'il faut être capable de raconter. Voilà, c'est ça. Hein. Et un échéancier, j'imagine, Bertrand Biette ? Pardon, je joue un peu à Julien Courbet là, mais c'est ça. Finalement, pour rassurer, il faut promettre qu'on va pas tout payer d'un coup, mais qu'on va tenir ses promesses, c'est ça, tenir ses échéances ? Oui, c'est pas tellement une promesse, c'est essayer d'imaginer un scénario ou plusieurs scénarios de la reprise d'activité, et c'est ce qu'on doit partager avec ses partenaires qui sont par ailleurs créanciers. Partenaires ? Et oui, ce sont des partenaires de l'entreprise. C'est très important, parce qu'on ne le voit pas toujours comme ça. Non, la particularité de cette crise, c'est que l'effet domino, c'est-à-dire une entreprise qui a des difficultés, qui ne va pas payer son fournisseur, qui lui-même ne va pas payer son propre fournisseur, etc., c'est donc toute la chaîne qui peut tomber. Et d'où la nécessité de pouvoir se parler dans un cadre donné, protecteur, confidentiel, mais pour construire une solution commune. Donc c'est bien une notion de partenariat. C'est l'idée que tout le monde a intérêt à ce que je survive d'une certaine manière. Exactement. Exactement. Et ça, les chefs d'entreprise, ils l'ont intégré ? Ils ne savent pas tous que c'est possible de le faire. Et ils ne savent pas tous, ça c'est l'autre particularité de cette crise, c'est que comme ça a touché toutes les entreprises, y compris les entreprises qui fonctionnaient très très bien avant la crise sanitaire, ils ne sont pas du tout préparés à gérer les conséquences financières, sociales, économiques de cette crise. Mais donc, je retiens ça, c'est vraiment une notion très importante. Considérez vos fournisseurs, voire vos créanciers, comme des partenaires. Bon, alors, dit comme ça, c'est un peu compliqué, évidemment, faut le temps de le laisser digérer, en quelque sorte. Mais vous m'avez dit, Bertrand Biette, il y a un autre levier auquel on ne pense pas, c'est le financement interentreprise. C'est-à-dire, non seulement c'est des partenaires, mais ça peut aussi devenir des gens qui vous prêtent de l'argent, c'est ça ? C'est autorisé, ça ? Exactement, ça a été pendant très longtemps interdit à cause du monopole bancaire. Le principe en a été établi il y a déjà plusieurs années et il a été considérablement élargi dans le cadre de la loi Pacte de 2019 pour justement faciliter ces modes de financement alternatifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les établissements bancaires qui peuvent apporter du financement. Vous savez que la réalité dans l'économie française aujourd'hui, c'est que les 2/3 du financement des entreprises est apporté par les autres entreprises. 2/3. Et que les établissements financiers, bancaires, n'apportent qu'1/3 du financement de l'économie. D'où l'importance. Donc je peux me tourner vers mon fournisseur ou vers mon client pour lui dire « prête-moi de l'argent » pour me permettre de continuer à t'alimenter en quelque sorte, c'est ça ? Oui, pour continuer à pouvoir te servir, à pouvoir t'apporter le service dont tu as besoin ou les produits dont tu as besoin pour ta propre production. Moi, j'ai un problème financier. Typiquement, dans la voiture, dans l'aviation, enfin, on voit bien où ça peut s'appliquer. Exactement. Par exemple, certains acteurs importants peuvent financer la matière première que leur fournisseur va utiliser pour leur fabriquer les pièces dont ils ont besoin eux-mêmes. Et c'est quelque chose qu'on a vu, par exemple, dans la filière automobile. C'est quelque chose qui a été fait. Ouais. En échange de quoi ? On prend des parts, on lui donne des parts, on lui donne des bouts de mon entreprise ? Le principe, c'est que ça reste de la dette. D'accord. Donc il ne rentre pas dans mon capital. Il ne rentre pas dans le capital. Mais il peut. Mais on pourrait tout à fait imaginer, dans la crise actuelle, on pourrait tout à fait imaginer qu'il y ait des participations. Et nous savons, et Fidal est particulièrement, qui est un acteur extrêmement implanté sur l'ensemble du territoire français, que certains secteurs économiques, certaines filières prévoient justement des prises de participation de leurs partenaires dans la filière pour pouvoir soutenir l'ensemble de la filière. Voilà une idée qui est nouvelle pour moi. Je ne sais pas si vous qui nous écoutez, elle est nouvelle pour vous de la même manière, mais en tout cas, elle est très intéressante. Et si ça ne marche pas ?
Yves-Marie Hérault. Est-ce que j'ai d'autres recours? Est-ce qu'il y a un recours amiable? Est-ce qu'il y a un cadre Voilà. de négociation qu'on peut poser? Alors, ce qu'on vient d'évoquer, c'est le schéma idéal, c'est une négociation de gré à gré, mais malheureusement, ça ne marche pas toujours. Et parfois, il est nécessaire d'avoir recours à des procédures un peu plus contraignantes. Donc, on a deux types de procédures. On a les procédures amiables et les procédures judiciaires. Donc, les procédures amiables sont des procédures très intéressantes parce qu'elles sont totalement confidentielles. Ça consiste à demander la désignation, d'aller voir le président du tribunal et demander la désignation d'un mandataire ad hoc ou d'un conciliateur. Donc, c'est des procédures dont l'objet est de mettre un cadre de négociation. Donc, le professionnel désigné aide le dirigeant. Il va administrer mon entreprise ou c'est Non, juste un arbitre? Non, c'est un arbitre. il n'administre pas. Il aide à l'entreprise à trouver une solution avec ses créanciers. Donc, ce sont des techniques de négociation. C'est un cadre. Parce que souvent, il est nécessaire de mettre les différents créanciers autour de la table pour leur permettre aussi de discuter entre eux. Donc ça joue au tribunal de commerce? Alors, c'est simplement le président du tribunal qui désigne l'administrateur, mais après, tout ça se passe en totale confidentialité dans les bureaux de l'administrateur judiciaire. C'est important, parce que voilà, je n'ai pas forcément envie qu'on sache que j'ai des difficultés. Voilà. Je suis en train de restructurer c'est surtout que c'est important de rassurer aussi les différents partenaires de l'entreprise en disant qu'ils ne sont pas seuls et que les efforts sont mutualisés. C'est vraiment une idée forte dans la négociation. Banques, par exemple, mes différentes banques prêteuses vont être assises autour de la table et ça aide à trouver des solutions. Parce que souvent, les points de blocage sont effectivement liés à une exposition plus importante d'une banque qu'une autre. Il y a des règles qui sont très incontournables, c'est l'égalité, la mutualisation et l'égalité pour les créanciers. Donc là, l'idée, c'est de mettre ce cadre de négociation et d'obliger en quelque sorte les créanciers à se parler entre eux, sachant qu'il appartient aussi aux dirigeants d'être acteurs de cette négociation en fournissant une documentation fiable, des prévisionnels. Et j'imagine que vous l'y aidez absolument aussi à ce moment-là. Il y a une taille minimum d'entreprise requise, Bertrand Biette? Non. Sur le principe, une TPE peut parfaitement y aller? Oui. Absolument. Alors après, vous avez un problème de coût de cette procédure, puisque le mandataire qui est désigné par le président du tribunal est rémunéré en fonction d'un tarif qui est fixé et qui est contrôlé par le président du tribunal, mais vous avez des usages qui font que ça représente un coût relativement significatif. Si jamais on doit basculer en procédure collective, le tarif il est fixé par la loi, mais il est aussi assez significatif. Quand on dit significatif, il y a un ordre de grandeur que vous pouvez me donner? Oui, c'est un minimum de 10 à 20 000 euros d'honoraires. Et vous considérez-vous que pour se sortir, pour se retourner, c'est un levier essentiel quand on n'arrive pas à trouver de solution autrement à l'amiable? Absolument. Donc vous le recommandez, c'est ça qui est important. Vous savez que c'est une mesure dont le monde entier, que le monde entier nous envie. Et d'ailleurs, ces mesures de prévention qui ont été imaginées par les Français ont été instaurées dans la réglementation européenne, parce qu'on s'est rendu compte de l'efficacité de ces mesures confidentielles et malgré tout encadrées. Yves-Marie Hérault? Oui, il y a un point important, c'est que là, il y a une évolution toute récente, puisque c'est un décret qui date du 20 mai, qui est venu renforcer justement les pouvoirs du président du tribunal dans ce type de procédure pour aider aussi à faciliter la négociation et d'imposer aux fournisseurs, aux créanciers récalcitrants, donc des délais ou un gel de leur créance pour permettre à l'entreprise donc de présenter son plan et de parvenir à un accord. J'ai 2 dernières questions à vous poser, parce qu'il faut se les poser, c'est important. Ça ne marche pas comme prévu. Voilà, ça ne marche pas. Je suis obligé de déposer le bilan. C'est une catastrophe? Ah non. Non. Vous dites ah non. Mais non. C'est vécu souvent comme... C'est-à-dire que souvent, ce n'est effectivement que le seul recours lorsqu'on n'a pas réussi à convaincre le banquier de nous accompagner ou les fournisseurs. Ça peut être que la seule solution envisageable, mais pour autant, ce n'est pas la fin de l'histoire de l'entreprise. Le redressement judiciaire, ça consiste en quoi? C'est une négociation, c'est une renégociation forcée de la dette sur 10 ans. C'est ça l'objectif numéro 1. Donc c'est forcer les créanciers récalcitrants à accepter une renégociation de cette dette. Et pour ça, c'est un environnement un peu lourd judiciaire où il faut là aussi être accompagné, il faut comprendre les enjeux, il faut comprendre quels sont les rôles des uns et des autres.
et trouver la bonne, la bonne communication et la bonne démarche pour le dirigeant. La bonne histoire à raconter, autrement. Voilà, absolument. Toujours la même chose. Dernière question, je me tourne vers vous, Bertrand Biette. Pour ceux qui vont bien, heureusement il y en a, hein, est-ce que cette crise, c'est l'occasion de se renforcer ? Parce qu'après tout, un retournement, c'est aussi se restructurer, ça peut être aussi s'agrandir, racheter un concurrent. Oui, c'est une très bonne question pour les entreprises qui auront peut-être eu la chance de pouvoir mieux résister aux conséquences de la crise sanitaire. La question se pose de se rapprocher de leurs anciens concurrents qui eux-mêmes seront peut-être plus fragiles. Et là, racheter une entreprise en difficulté, si vous voulez, c'est aussi affaire de spécialistes. Ce n'est pas du tout la même chose. Il y a des pièges, c'est pas forcément une bonne affaire, si je parle trivialement, c'est ça que vous voulez dire ? Et non, parce que racheter une entreprise en difficulté, c'est pas parce que vous la rachetez qu'elle n'est plus en difficulté. C'est pas l'opération d'achat qui règle le problème. C'est là aussi l'histoire, c'est-à-dire le projet stratégique qu'il faut construire. Et le rôle des avocats est aussi spécialisé, est aussi extrêmement important pour aider le chef d'entreprise à construire ce projet et à trouver les leviers techniques pour éviter les pièges et réduire les risques. Je crois que ceux qui nous ont écoutés connaissent l'adresse. Hein, évidemment, c'est le cabinet Fidal. Merci Bertrand Biette d'avoir été avec nous pour nous expliquer tout ça. Merci Yves-Marie Hérault. On va vous laisser repartir vers votre douceur angevine, même si c'est de la chaleur angevine en ce moment. Merci de nous avoir écoutés une fois de plus. À bientôt, à très vite pour un nouveau podcast Fidal, plus que du droit.